Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture des 4 filles du Docteur March. Et j'en étais au chapitre 7, la vallée de l'humiliation d'Amy. Voilà, je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que je serai... Non, j'espère rien en fait. J'espère que avoir de belles surprises. Je vous remercie, à tout à l'heure. Chapitre 7, la vallée de l'humiliation d'Amy. Ce garçon est un parfait cyclope, non ? Dit un jour Amy, alors que claquaient les sabots du cheval que montait Laurie, qui, au passage, agita d'un grand geste son fouet. Comment oses-tu dire ça, alors qu'il a ses 2 yeux ? Et de beaux yeux de surcroît, s'écria Joe, qui ne supportait pas la moindre remarque sur son ami. Je ne parlais pas de ses yeux, et je ne vois pas pourquoi tu t'enflammes alors que j'admire sa façon de monter. Oh, juste ciel, cette petite idiote veut dire un centaure et elle le traite de cyclope, s'exclama Joe en éclatant de rire. Inutile d'être aussi grossière, c'est juste un laps de linguet, comme dit Mr. Davis, répliqua Amy, achevant Joe avec son latin. C'est seulement que j'aimerais bien avoir un peu de l'argent que Laurie dépense pour ce cheval, ajouta-t-elle, se parlant à elle-même tout en espérant que ses sœurs l'entendent. Pourquoi ? Demanda Meg gentiment, car Joe était parti d'un nouvel éclat de rire devant la seconde bourde d'Amy. J'en ai tellement besoin. Je suis affreusement endettée et ce ne sera pas mon tour d'avoir l'argent des chiffons avant 1 mois. Endettée, Amy ? Que veux-tu dire ? L'interrogea Meg, l'air grave. Eh bien, je dois au moins une 12aine de citrons verts confits et tu comprends, je ne peux pas les payer avant d'avoir de l'argent parce que Marmie interdit que la boutique me fasse crédit. Raconte-moi ça, les citrons verts sont à la mode maintenant ? Autrefois, c'était les morceaux de caoutchouc percés de trous pour faire des balles, dit Meg en tentant de garder son sérieux devant l'air si grave et suffisant d'Amy. Bien, tu vois, les filles en achètent sans arrêt et à moins de vouloir qu'on te prenne pour une avare, il faut le faire aussi. Il n'y en a que pour les citrons verts maintenant. Tout le monde en suçote dans son pupitre pendant la classe et les échange contre des crayons, des bagues en perles de verre, des poupées en papier ou autre chose à la récréation. Si une fille en aime bien une autre, elle lui donne un citron. Si elle est en colère contre elle, elle en mange un devant elle et ne lui propose même pas d'en sucer un peu. Elle les offre chacune à leur tour et j'en ai déjà eu des tas, mais je ne les ai pas rendues et je devrais, ce sont des dettes d'honneur, tu comprends ? Il te faudrait combien pour rembourser et rétablir ton crédit ? Demanda Meg en sortant son porte-monnaie. 25 cents serait plus que suffisant et il en resterait quelques-uns pour t'offrir une friandise. Tu n'aimes pas les citrons verts ? Pas tellement. Tu peux avoir ma part. Voilà une pièce. Fais-la durer aussi longtemps que possible. Je n'en ai pas beaucoup, tu sais. Oh, merci. Ce doit être si agréable d'avoir de l'argent de poche. Je vais faire un grand festin parce que je n'ai pas goûté à un seul citron cette semaine. Je trouvais délicat d'en prendre puisque je ne pouvais pas les rendre, et je meurs d'envie d'en manger. Le lendemain, Amy arriva assez en retard à l'école, mais elle ne put résister à la tentation de faire étalage avec une fierté pardonnable d'un paquet en papier brun humide avant de le confier au plus profond recoin de son pupitre. Les minutes suivantes, la rumeur selon laquelle Amy March avait 24 délicieux citrons verts, elle en avait mangé un sur le chemin, et allait les offrir circula dans sa bande, et les attentions de ses amis commencèrent à dépasser toutes ses espérances. Katie Brown l'invita sur-le-champ à sa prochaine fête. Mary Kingsley insista pour lui prêter sa montre jusqu'à la récréation et Jenny Snow, une jeune fille railleuse qui avait vilement taquiné Amy sur sa condition de fille sans citron vert, enterra promptement la hache de guerre et proposa de lui fournir les résultats de certaines épouvantables opérations. Mais Amy n'avait pas oublié les remarques blessantes sur certaines personnes dont le nez n'était pas trop plat pour sentir les citrons verts des autres et les bêcheuses qui n'étaient pas trop fières pour en réclamer. Et elle détruisit immédiatement les espoirs de cette Snow par le cinglant message « Inutile d'être soudainement si poli parce que tu n'en auras pas ». Il se trouvait qu'un distingué personnage visitait l'école ce matin-là, et les cartes magnifiquement dessinées d'Amy reçurent des louanges, et l'honneur fait à son ennemi resta sur le cœur de Mademoiselle Snow, tandis que Mademoiselle March adoptait les airs d'une studieuse jeune parle. Mais hélas,
Et hélas, l'orgueil précède la chute et la rancunière Snow renversa la situation avec un succès désastreux. À peine l'invité avait-il adressé ses compliments éculés et fait sa révérence que Jenny, sous prétexte de poser une question cruciale, informa Mr. Davis qu'Amy March avait des citrons confits dans son bureau. Or, Mr. Davis avait déclaré les citrons verts articles de contrebande et avait fait le vœu solennel de donner la férule à la première surprise en train de transgresser la règle. Cet homme très tenace avait réussi à bannir la gomme à mâcher après une longue et tumultueuse guerre, avait fait un feu de joie à des romans et des journaux confisqués, avait mis fin à une poste privée, avait interdit les grimaces, les surnoms et les caricatures, et avait accompli tout ce dont était capable un seul homme pour maintenir l'ordre au sein d'une cinquantaine de filles rebelles. Les garçons sont déjà assez éprouvants pour la patience humaine, Dieu m'en est témoin, mais les filles le sont infiniment plus. En particulier aux yeux des messieurs nerveux au tempérament tyrannique, n'ayant pas davantage de talent pour l'enseignement que le docteur Blimber. Mr. Davis possédait de grandes connaissances du grec, du latin, de l'algèbre et de toutes sortes de matières en logie. Il avait donc la réputation d'être un bon instituteur, et les bonnes manières, la morale, les sentiments et l'exemple n'étaient pas considérés comme très importants. C'était le moment le plus malencontreux pour dénoncer Amy, et Jenny le savait. Mr. Davis avait manifestement bu un café trop fort ce matin-là. Le vent soufflait de l'est, ce qui affectait toujours sa névralgie, et ses élèves ne lui avaient pas fait les honneurs qu'il pensait mériter. Par conséquent, pour utiliser le langage expressif sinon élégant des écolières, il était nerveux comme une puce et d'une humeur d'ours mal léché. Le mot citron vert agit comme de la poudre à canon. Son visage jaunâtre rougit et il cogna sur le bureau avec une vigueur qui poussa Jenny à bondir à sa place avec un inhabituel empressement. « Jeune fille, silence, s'il vous plaît. » Suite à cet ordre sévère, le bourdonnement cessa et 50 paires d'yeux bleus, noirs, gris et marrons fixèrent avec obéissance son affreuse expression. « Mademoiselle March, approchez du bureau. » Amy se leva pour obtempérer, avec un sang-froid apparent, mais une peur secrète l'oppressait car les citrons verts pesaient sur sa conscience. « Apportez avec vous les citrons verts qui se trouvent dans votre pupitre, » fut l'ordre inattendu qui la figea avant qu'elle ne quitte sa place. « Ne les prends pas tous, » chuchota sa voisine, une jeune fille à la grande présence d'esprit. Amy secoua le sac à la hâte et en fit tomber une demi-douzaine, et elle étala les autres devant Mr. Davis, ayant le sentiment que n'importe quel homme possédant un cœur humain se laisse réfléchir lorsque ce délicieux parfum chatouillerait ses narines. Malheureusement, Mr. Davis détestait particulièrement l'odeur de ces fruits confits à la mode et le dégoût s'ajouta à son courroux. « C'est tout ?»« Pas tout à fait, » bégaya Amy. « Apportez le reste, immédiatement. » Avec un regard désespéré à sa bande, elle obéit. « Vous êtes sûr qu'il n'y en a plus ?»« Je ne mens jamais, monsieur. Je vois ça. Maintenant, prenez ces choses répugnantes, deux par deux, et jetez-les par la fenêtre. » Un soupir s'éleva à l'unisson, provoquant une petite bourrasque lorsque le dernier espoir s'envola et que les gourmandises furent ravis à leurs lèvres pleines d'envie. Écarlate de honte et de colère, Amy effectua 12 mortels allers-retours et, tandis que chaque paire perdue à l'aspect si charnu et juteux, tombait à contre-cœur de ses mains. Un cri provenant de la rue ajoutait au supplice des filles, car il leur apprenait que les petits Irlandais, leurs ennemis jurés, se délectaient de leur festin. C'en était trop. Toutes jetaient des regards indignés ou implorants à l'implacable Mr. Davis, et une amoureuse passionnée des citrons verts fondit en larmes. Lorsqu'Amy revint de son dernier voyage, Mr. Davis lança un solennel et déclara de son ton le plus impressionnant. « Jeune fille, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a une semaine. Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais je ne permets pas que l'on enfreigne mes règles et je ne manque jamais à ma parole. Mademoiselle March, tendez les mains. » Amy tressaillit et mit les mains derrière le dos en tournant vers lui un regard implorant qui plaidait davantage que les mots qu'elle était incapable de prononcer. Elle faisait partie des préférées du vieux Davis, ainsi que, naturellement, on l'appelait, et je pense secrètement qu'il aurait effectivement manqué à sa parole si une jeune dame exubérante n'avait donné libre cours à son indignation en sifflant. Ce sifflement, aussi ténu fut-il, excéda l'homme irascible et scella le sort de la coupable.
Votre main, mademoiselle March, fut l'unique réponse que reçut sa supplique muette. Et, trop fière pour pleurer ou implorer, Amy serra les dents, rejeta la tête en arrière d'un air de défi et supporta sans broncher plusieurs coups cuisants sur sa petite paume. Ils ne furent ni nombreux ni puissants, mais pour elle, ça ne faisait aucune différence. Pour la première fois de sa vie, elle avait été frappée, et la disgrâce, à ses yeux, était aussi profonde que s'il l'avait assommée. Maintenant, vous allez rester debout sur l'estrade jusqu'à la récréation, dit Mr. Davis, résolu à aller jusqu'au bout puisqu'il avait commencé. C'était affreux. Il aurait déjà été horrible d'aller s'asseoir à sa place et de voir les visages pleins de pitié de ses camarades ou ceux satisfaits de ses rares ennemis. Mais faire face à toute l'école, couverte de cette honte toute nouvelle, lui semblait impossible et, l'espace d'un instant, elle eut l'impression qu'elle ne pourrait rien faire d'autre que s'effondrer sur place et se briser le cœur à force de larmes. Un sentiment d'injustice amère et la pensée de Jenny Snow l'aidèrent à le supporter et, de sa position ignominieuse, elle attacha son regard au conduit de cheminée au-dessus de ce qui ressemblait désormais à un océan de visages et se tint si immobile et livide que les filles eurent beaucoup de mal à étudier avec sous les yeux cette pathétique petite silhouette. Pendant le quart d'heure suivant, la fière et sensible fillette endura une honte et une douleur qu'elle n'oublia jamais. Au regard de certains, l'affaire pourrait sembler ridicule ou futile, mais pour elle, l'expérience fut très dure, car durant les 12 années de sa vie, elle avait été guidée uniquement par l'amour, et aucun coup de cette sorte ne l'avait jamais atteinte. La brûlure de sa main et la douleur dans son cœur s'évanouirent lorsqu'une pensée la piqua au vif. « Je vais devoir le dire à la maison, et je vais tellement les décevoir. » Le quart d'heure sembla durer 1 heure. Mais il finit par s'achever et le mot « récréation » n'avait jamais été si bienvenu. « Vous pouvez y aller, mademoiselle March, » dit Mr. Davis, son air embarrassé reflétant ses sentiments. Il n'oublia pas de sitôt le regard lourd de reproche qu'Amy lui lança lorsqu'elle alla, sans un mot pour quiconque, droit au vestibule, saisit brusquement ses affaires et quitta l'endroit pour toujours, comme elle le déclara farouchement en son fort intérieur. Elle était dans un triste état en rentrant chez elle, et quand ses sœurs aînées arrivèrent, un peu plus tard, un conciliabule indigné se tint immédiatement. Madame March ne dit pas grand-chose, mais elle semblait perturbée et réconforta sa petite fille affligée de la plus tendre façon. Meg baigna la main insultée de glycérine et de larmes. Bess eut le sentiment que même ses chatons adorés échoueraient à servir de baume pour de tels chagrins, et Joe proposa avec courroux que Mr. Davis soit arrêté sans délai, tandis qu'Anna brandit son poing contre le scélérat et écrasa les pommes de terre du dîner comme si c'était lui qu'elle tenait sous son pilon. Personne ne remarqua la fuite d'Amy, sinon ses camarades, mais les demoiselles au regard acéré découvrirent que Mr. Davis était plutôt bienveillant l'après-midi, ainsi qu'inhabituellement nerveux. Juste avant la fermeture de l'école, Joe apparut, affichant un air sinistre et en se dirigeant avec raideur vers le bureau pour remettre une lettre de sa mère, puis elle récupéra les affaires d'Amy et partit, en raclant soigneusement la boue de ses bottes sur le paillasson à l'entrée, comme pour secouer de ses pieds la poussière de ce lieu. « Oui, tu peux t'absenter de l'école pour un temps, mais je veux que tu étudies un peu chaque jour avec Beth, dit Madame March ce soir-là. Je n'approuve pas les châtiments corporels, en particulier pour les filles. Je n'aime pas la façon d'enseigner de Mr. Davis et je ne pense pas que les filles que tu fréquentes te fassent grand bien. Alors je vais demander conseil à ton père avant de t'envoyer ailleurs. » « Très bien. Je voudrais que toutes les filles partent et ruinent sa vieille école. C'est incroyablement exaspérant de penser à tous ces délicieux citrons verts, soupira Amy avec un air de martyr. Je ne suis pas désolée que tu les aies perdus. Tu as violé les règles et tu méritais une punition pour avoir désobéi, fut la réponse sévère de sa mère, ce qui déçut la jeune fille qui n'attendait que de la compassion. Tu veux dire que tu es contente que j'ai été disgraciée devant toute l'école, s'écria Amy. Je n'aurais pas choisi cette façon de réparer une faute, répondit sa mère, mais je ne suis pas sûre que ça ne te fasse pas davantage de bien qu'une méthode plus douce. Tu es en train de devenir à la fois trop vaniteuse et suffisante, ma chérie, et il est grand temps que tu t'emploies à corriger ça. Tu as de nombreux petits dons et vertus, mais il est inutile d'en faire étalage, car la vanité gâte les meilleurs génies. Il y a peu de danger que le véritable talent ou la bonté passe longtemps inaperçus, et même si c'est le cas,
Savoir que nous les possédons et les utilisons à bon escient devrait suffire à nous satisfaire, et le plus grand charme de tous les pouvoirs est la modestie. C'est juste, s'écria Laurie, qui jouait aux échecs avec Joe dans un coin. J'ai connu une fille qui avait un talent vraiment remarquable pour la musique et elle ne le savait pas. Elle n'avait aucune idée des jolies petites choses qu'elle composait alors qu'elle était seule et elle ne l'aurait pas cru si on le lui avait dit. J'aurais bien voulu connaître cette gentille fille. Elle m'aurait peut-être aidée. Je suis tellement stupide, dit Beth, qui se trouvait près de lui et l'écoutait avec avidité. Tu la connais et elle t'aide bien davantage que personne ne le pourrait, répondit Laurie en la regardant. C'est pas possible. Oh, pardon. Pourtant, je le savais. Hein. Tu la connais et elle t'aide bien davantage que personne ne le pourrait, répondit Laurie en la regardant avec tant d'espièglerie et d'éloquence dans ses yeux noirs rieurs que Beth devint soudain toute rouge et enfouit son visage dans les coussins du canapé, muette de saisissement devant cette découverte si inattendue. Joe laissa Laurie gagner la partie pour le remercier de cette louange adressée à sa Beth, qui ne put se résoudre à jouer pour eux après ce compliment. Laurie fit donc de son mieux et chanta de façon ravissante, étant d'une humeur particulièrement gaie, car il montrait rarement en marche le côté sombre de son caractère. Après son départ, Amy, qui avait été pensive toute la soirée, dit soudainement, comme si une nouvelle idée occupait son esprit : « Laurie est-il un garçon accompli ? » ?»« Oui, il a reçu une excellente éducation, il possède de nombreux talents, et il fera un homme admirable s'il n'est pas gâté à force d'être trop dorloté, répondit sa mère. « Et il n'est pas vaniteux, si ? demanda Amy. « Pas loin du monde. C'est pour cette raison qu'il est si charmant et que nous l'aimons tous autant. » « Je vois. C'est bien d'avoir des talents et d'être élégant, mais pas de l'étaler ou de plastronner, dit Amy pensivement. Ces choses-là se voient toujours et se sentent dans l'attitude ou la conversation, si l'on s'en sert avec modestie. Mais il est inutile d'en faire étalage, dit Madame March. Pas davantage qu'il n'est approprié de porter tous ces bonnets, ces robes et ces rubans en même temps pour montrer qu'on les possède, ajouta Joe. Et la leçon se termina dans les rires. Chapitre 8. Joe rencontre Apollyon. « Les filles, où allez-vous » demanda Amy en entrant dans leur chambre un samedi après-midi, les trouvant prêtes à sortir et arborant un air mystérieux qui excita sa curiosité. « Peu importe, les petites filles ne devraient pas poser de questions, répondit Joe d'un ton brusque. Or, s'il y a bien quelque chose de mortifiant pour les sentiments lorsque l'on est jeune, c'est bien d'entendre ce genre de remarques. Et qu'on nous ordonne « file, ma chérie » est encore plus éprouvant. Amy se rebiffa devant cette insulte, déterminée à découvrir leurs secrets, même si elle devait pour ça les asticoter 1 heure durant. Se tournant vers Meg, qui ne lui refusait jamais rien bien longtemps, elle dit d'un ton enjôleur : « Dis-le-moi, j'aurais pensé que vous me laisseriez venir, moi aussi. Bess s'occupe de ses poupées et je n'ai rien à faire et je suis tellement seule. » « Je ne peux pas, ma chérie. Tu n'es pas invitée, commença Meg, mais Joe l'interrompit avec impatience. « Écoute, Meg, tais-toi, tu vas tout gâcher. Tu ne peux pas venir, Amy, alors ne fais pas le bébé et arrête de pleurnicher. Vous allez quelque part avec Laurie, je le sais. Vous chuchotiez et riez ensemble sur le canapé hier soir et vous vous êtes tus quand je suis entrée. Vous ne sortez pas avec lui ? Si. Maintenant, tiens-toi tranquille et cesse de nous embêter. » Amy tint sa langue, mais elle se servit de ses yeux et vit Meg glisser un éventail dans sa poche. « Je sais, vous allez au théâtre voir les 7 châteaux, » s'écria-t-elle avant d'ajouter d'un ton résolu. « Et je vais y aller parce que maman a dit que je pourrais la voir. Et j'ai l'argent des chiffons et c'est méchant de ne pas me l'avoir dit à temps. » « Écoute-moi 1 minute et sois une gentille fille, » dit Meg d'un ton apaisant. « Maman ne veut pas que tu y ailles cette semaine parce que tes yeux ne vont pas assez bien pour supporter la lumière de cette pièce féerique. La semaine prochaine, tu pourras y aller avec Bess et Anna et passer un agréable moment. » « Ça me plaît moitié moins que d'y aller avec vous et Laurie. S'il vous plaît, laissez-moi venir. J'ai été malade si longtemps et je suis restée renfermée à cause de ce rhume. Je meurs d'envie de me divertir. S'il te plaît, Meg, je serai très gentille, » plaida Amy, prenant un air aussi pathétique que possible. « Et si on l'emmenait ? Je ne pense pas que ça dérange maman si on l'emmitoufle bien, » commença Meg. « Si elle vient, je n'y vais pas. Et si je ne viens pas, Laurie ne va pas apprécier. Et ce sera très grossier d'y traîner Amy puisqu'il n'a invité que nous. J'aurais pensé qu'elle détesterait s'immiscer alors qu'elle n'est pas invitée, dit Joe.
de mauvaise humeur, car elle n'aimait pas s'embêter à surveiller une enfant remuante lorsqu'elle voulait s'amuser. Son ton et son attitude mirent Amy en colère et elle commença à enfiler ses bottines en déclarant de sa voix la plus exaspérante « Je vais y aller. Meg a dit que je pouvais et si je paie mon billet, Laurie n'aura rien à y voir. Tu ne pourras pas t'asseoir avec nous parce que nos places sont réservées et tu ne peux pas rester seule. Alors Laurie te laissera sa place et ça va gâcher notre plaisir. Ou il te prendra un billet et ce n'est pas convenable parce qu'il ne te l'avait pas proposé. Alors tu ne vas pas bouger. Tu ferais mieux de rester où tu es, rouspéta Joe, plus fâchée que jamais, car dans sa hâte, elle venait de se piquer le doigt. Assise sur le sol, une seule bottine aux pieds, Amy s'était mise à pleurer et Meg essayait de lui faire entendre raison lorsque Laurie les appela d'en bas et les deux filles se précipitèrent au rez-de-chaussée, laissant leur sœur pleurnicher, car elle oubliait parfois ses manières d'adulte et agissait en enfant gâté. Juste au moment où le groupe s'apprêtait à partir, Amy cria par-dessus la rampe d'un ton menaçant « Tu vas t'en repentir, Joe March, tu vas voir !»« Pas l'hiverne !» répliqua Joe en claquant la porte. Elle passa un agréable moment, car les 7 châteaux du lac de Diamant étaient une pièce aussi admirable et merveilleuse qu'on pouvait le désirer. Mais, malgré les comiques diablotins rouges, les elfes scintillants et les superbes princes et princesses, le plaisir de Joe se teinta d'une pointe d'amertume. Les boucles blondes de la reine des fées lui rappelaient Amy et, entre les actes, elle s'amusait à se demander ce que sa sœur ferait pour qu'elle s'en repente. Amy et elle avaient de fréquentes et ardentes escarmouches, car toutes deux avaient un tempérament vif et étaient capables d'être violentes si on les provoquait suffisamment. Amy taquinait Joe et Joe énervait Amy et, de temps à autre, il se produisait des explosions, dont toutes deux avaient ensuite grand honte. Bien qu'étant la plus âgée, c'était Joe qui avait le moins de sang-froid et elle avait beaucoup de mal à réfréner le caractère fougueux qui lui attirait sans cesse des ennuis. Sa colère ne durait jamais bien longtemps et, une fois qu'elle avait humblement confessé sa faute, elle se repentait sincèrement et essayait d'être meilleure. Ses sœurs avaient l'habitude de dire qu'elles aimaient bien mettre Joe en furie parce qu'ensuite elle était un ange. La pauvre Joe tentait désespérément d'être bonne, mais son ennemi intérieur était toujours prêt à s'enflammer et à la vaincre. Il fallut des années de patients efforts pour le soumettre. De retour chez elle, elle trouvait Amy lisant au salon. Elle affichait un air blessé quand elles entrèrent. Elle ne leva pas une fois les yeux de son livre et ne leur posa pas la moindre question. La curiosité aurait peut-être vaincu son ressentiment si Beth n'avait pas été là pour s'enquérir de la pièce et en recevoir une description élogieuse. Lorsqu'elle monta pour ranger son plus beau chapeau, le premier regard de Joe fut pour la commode, car, lors de leur dernière dispute, Amy s'était calmée en renversant le tiroir de Joe sur le sol. Cependant, tout était à sa place et, après un rapide coup d'œil dans ses différents placards, sacs et boîtes, Joe jugea qu'Amy lui avait pardonné et avait oublié l'injustice. C'est là que Joe se trompait, car le lendemain, elle fit une découverte qui déclencha une tempête. Meg, Beth et Amy étaient rassemblées en fin d'après-midi, lorsque Joe fit irruption dans la pièce, l'air excité, et demanda essoufflé « Quelqu'un a pris mon histoire ?» Meg et Beth répondirent non en chœur et semblèrent surprises. Amy attisait le feu et ne dit rien. Joe la vit rougir et fut sur elle en un instant. « Amy, c'est toi qui l'as. »« Non. »« Alors tu sais où elle est. »« Non. »« C'est des cracks, s'écria Joe en la prenant par les épaules, l'air assez féroce pour effrayer une enfant bien plus brave qu'Amy. « Non, je ne sais pas où elle est et ça m'est égal. »« Tu sais quelque chose et tu ferais mieux de le dire tout de suite ou je vais te forcer, dit Joe en la secouant un peu. « Peste tant que tu veux, tu ne retrouveras jamais ta vieille histoire idiote, s'écria Amy, excitée à son tour. « Et pourquoi ?»« Je l'ai brûlé. »« Quoi ? Mon petit livre que j'aimais tant, sur lequel je travaillais et que je comptais terminer avant le retour de papa ? Tu l'as vraiment brûlé ?» s'exclama Joe, devenu très pâle, tandis que ses yeux s'enflammaient et que ses mains agrippaient nerveusement Amy. « Oui, je l'ai fait. Je t'avais dit que je te ferais payer d'avoir été si en colère contre moi hier. Et je l'ai fait alors. » Amy n'alla pas plus loin car le tempérament bouillant de Joe avait pris le dessus et elle secoua Amy jusqu'à ce que ses dents s'entrechoquent, pleurant sous le coup d'une violente émotion faite de chagrin et de colère. « Méchante fille, je ne pourrai jamais le réécrire, je ne te pardonnerai jamais, aussi longtemps que je vivrai. » Meg vola au secours d'Amy et Bess tenta de calmer Joe.
Mais elle était hors d'elle et, après une dernière claque sur l'oreille de sa sœur, elle se rua hors de la pièce, courut jusqu'au vieux sofa de grenier et termina seule la bataille. L'orage se dissipa en dessous, car Madame March rentra et, après avoir entendu l'histoire, amena rapidement Amy à comprendre le tort qu'elle avait fait à sa sœur. Le livre de Joe était sa fierté, et la famille y voyait des prémices littéraires très prometteuses. Il ne consistait qu'en une demi-douzaine de contes de fées, mais Joe les avait travaillés patiemment, avait mis tout son cœur à l'ouvrage, espérant obtenir quelque chose d'assez bon pour que ce fût imprimé. Elle venait juste de les recopier avec grand soin et avait détruit l'ancien manuscrit, aussi le feu de joie d'Amy avait-il réduit en cendres le travail minutieux de plusieurs années. Au regard de certains, le préjudice pourrait sembler anodin, mais pour Joe, il s'agissait d'une affreuse calamité qui, à ses yeux, ne pourrait jamais être réparée. Bess pleura cette perte comme elle pleurait celle d'un chaton défunt, et Meg refusa de défendre sa favorite. Madame March avait l'air grave et chagrinée, et Amy avait le sentiment que personne ne l'aimerait plus tant qu'elle n'aurait pas demandé pardon pour le geste qu'elle regrettait maintenant plus que chacune d'entre elles. Lorsque la cloche du thé retentit, Joe apparut, l'air si sombre et impénétrable qu'il fallut à Amy tout son courage pour déclarer humblement : « S'il te plaît. » « S'il te plaît, pardonne-moi, Joe. Je suis vraiment, vraiment désolée. » « Je ne te pardonnerai jamais, » répondit Joe avec rudesse. Et à partir de ce moment, elle ignora totalement Amy. Personne ne parla de cet énorme problème, pas même Madame March, car toutes savaient par expérience que lorsque Joe était de cette humeur, les mots étaient inutiles, et le plus sage était d'attendre qu'un petit incident, ou sa propre nature généreuse, atténue le ressentiment de Joe et apaise la brouille. La soirée ne fut pas gaie, car ils eurent beau coudre comme à leur habitude en écoutant leur mère lire à voix haute Bremer, Scott ou Edgeworth. Quelque chose manquait et la douce paix du foyer était perturbée. Elles le ressentirent encore davantage lorsque l'heure de chanter arriva, car Beth se contenta de jouer. Joe resta muette comme une carpe et Amy fondit en larmes, si bien que Meg et sa mère chantèrent seules. Mais, malgré leurs efforts pour être aussi joyeuses que des pinsons, les voix de flûte ne semblaient pas s'harmoniser aussi bien que d'habitude et tout paraissait sonner faux. En l'embrassant pour lui dire bonne nuit, Madame March murmura gentiment à Joe : « Ma chérie, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Pardonnez-vous mutuellement, aidez-vous mutuellement et recommencez à zéro demain. » Joe avait envie de poser sa tête sur ce sein maternel et de pleurer jusqu'à ce que son chagrin et sa colère se dissipent, mais les larmes étaient une faiblesse indigne d'un homme et elle se sentait si profondément blessée qu'elle ne pouvait vraiment pas pardonner de sitôt. Elle cligna donc des paupières, secoua la tête et déclara d'un ton bourru, car Amy écoutait : « C'était une chose abominable et elle ne mérite pas d'être pardonnée. » Pardon, je vais moucher. Oh non, j'ai fait tomber Anna. Pardon. Sur ce, elle partit au lit d'un pas décidé et il n'y eut pas de bavardage enjoué ou de confidence ce soir-là. Amy était très offensée que ses ouvertures de paix aient été repoussées et commença à regretter de s'être humiliée. S'en sentit plus blessée que jamais et se drapa dans sa vertu hautaine d'une façon particulièrement exaspérante. Joe ressemblait toujours à un nuage d'orage et toute la journée se passa mal. Il faisait un froid glacial au matin. Elle fit tomber son précieux chausson dans le caniveau. Tante March ne tenait pas en place. Meg était pensive. Beth avait réellement l'air chagrinée et mélancolique lorsqu'elle rentra. Et Amy ne cessait de faire des remarques sur les gens qui parlent sans arrêt d'être bons et ne tentent même pas de l'être quand les autres leur montrent un exemple vertueux. « Tout le monde est si odieux, je vais demander à Laurie d'aller patiner. Il est toujours gentil et jovial et il me fera redevenir moi-même, je le sais, » se dit Joe avant de sortir. Amy entendit les patins s'entrechoquer et regarda dehors avec une exclamation impatiente. « Voilà, elle m'avait promis que je pourrais venir la prochaine fois parce que c'est sûrement la dernière glace que nous aurons. Mais il est inutile de demander à une telle folle colérique de m'emmener. Ne dis pas ça. »
C'est toi qui as été très vilaine et il lui est vraiment difficile de pardonner la perte de son précieux petit livre. Mais je pense que maintenant elle le pourrait et j'imagine qu'elle le fera si tu la prends au bon moment, dit Meg. Suis-les. Ne dis rien jusqu'à ce que Laurie ait rendu sa bonne humeur à Joe. Puis attends un moment de tranquillité et embrasse-la. Ou fais quelque chose de gentil et je suis sûre qu'elle redeviendra amie avec toi, de tout son cœur. Je vais essayer, dit Amy, qui trouvait le conseil judicieux, et après s'être préparée frénétiquement, elle courut après les deux camarades qui venaient à l'instant de disparaître derrière la colline. Elle n'était pas très loin de la rivière, mais tous deux étaient prêts avant qu'Amy les eût rejoints. Joe la vit arriver et tourna le dos. Laurie ne la vit pas, car il patinait prudemment le long de la rive pour sonder la glace, une période chaude ayant précédé le coup de froid. Je vais aller jusqu'à la première anse pour voir si ça va avant qu'on ne commence à faire la course. Amy l'entendit dire alors qu'il filait, l'air d'un jeune russe avec son manteau et sa casquette bordée de fourrure. Joe entendit Amy haleter après sa course, taper du pied et souffler sur ses doigts en essayant de mettre ses patins. Mais elle ne se retourna à aucun moment et partit en zigzagant lentement le long de la rivière, éprouvant une sorte de satisfaction amère, désolante, devant le tracas de sa sœur. Elle avait nourri sa colère jusqu'à ce qu'elle empire et la possède tout entière, comme le font toujours les pensées et les sentiments pernicieux, à moins d'être chassés d'un coup. En arrivant au coude, Laurie cria « Reste près de la berge, ce n'est pas sûr au milieu !» Joe comprit, mais Amy était en train de se débattre avec ses patins et n'en perçut pas un mot. Joe jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et le petit démon qu'elle hébergeait lui souffla à l'oreille « Peu importe qu'elle ait entendu ou pas, laisse-la prendre soin d'elle-même. » Laurie avait disparu derrière l'anse. Joe venait d'arriver au coude et Amy, loin derrière, se mit à patiner en direction de la glace plus lisse au milieu de la rivière. Un instant, Joe resta immobile, éprouvant un étrange sentiment. Puis elle se décida à avancer, mais quelque chose la retint et elle se retourna, juste à temps pour voir Amy lever les mains et plonger, accompagnée du soudain fracas de la glace corrompue, des éclaboussures d'eau et d'un cri qui, de peur, fit s'arrêter le cœur de Joe. Elle essaya d'appeler Laurie, mais elle n'avait plus de voix. Elle tenta de se précipiter, mais ses pieds semblaient n'avoir plus de force et, l'espace d'un instant, elle ne put que rester immobile, fixant, frappée d'effroi, le petit bonnet bleu au-dessus de l'eau noire. Quelque chose passa à toute vitesse à côté d'elle et la voix de Laurie cria « Apporte une planche, vite, vite !» Comment elle y parvint, elle ne le sut jamais. Mais les minutes suivantes, elle s'acharna, comme possédée, obéissant aveuglément à Laurie qui gardait son sang-froid et qui, à plat ventre, maintint Amy à la surface à l'aide de son bras et de sa crosse de hockey jusqu'à ce que Joe traîne une planche de la clôture et qu'ils sortent ensemble l'enfant de l'eau, plus effrayé que blessé. Maintenant, il faut que nous la ramenions aussi vite que possible. Entasse nos affaires sur elle pendant que j'enlève ces maudits patins, s'écria Laurie en enveloppant Amy dans son manteau et en tirant sur les lanières qui n'avaient jamais semblé si compliquées. Ils raccompagnèrent Amy frissonnante, dégoulinante et en larmes à la maison et, après quelques instants fébriles, elle s'endormit, enroulée dans des couvertures devant le feu ardent. Durant toute cette effervescence, Joe avait à peine parlé, mais avait couru partout. C'est pas possible. Allez. Durant toute cette effervescence, Joe avait à peine parlé, mais avait couru partout, pâle et farouche, à demi vêtue, sa robe déchirée et ses mains entaillées et meurtries par la glace, les planches et les boucles réfractaires. Quand Amy fut confortablement endormie, la maison silencieuse et Madame March assise sur le lit, celle-ci appela Joe et se mit à panser les mains blessées. « Tu es sûre qu'elle est sauvée ?» murmura Joe en observant, empli de remords. La tête blonde qui aurait pu être entraînée loin de son regard pour toujours sous la glace traître. Totalement, ma chérie. Elle n'est pas blessée. Elle ne va même pas attraper un rhume, je pense.
Vous avez été tellement sensé de la couvrir et de la ramener vite à la maison, répondit sa mère gaiement. C'est Laurie qui a tout fait, je l'ai laissée partir. Maman, si elle avait dû mourir, ça aurait été ma faute, dit Joe avant de se laisser tomber à terre, s'abandonnant à un torrent de larmes, de pénitence, racontant tout ce qui s'était passé, condamnant farouchement la dureté de son cœur et exprimant en sanglotant sa reconnaissance que lui soit épargnée la lourde punition qui aurait pu lui être infligée. C'est mon affreux caractère, j'essaie de m'en guérir, je croyais être parvenue et il explose pire que jamais. Oh maman, que dois-je faire? Que dois-je faire? S'écria la pauvre Jo en plein désespoir. Surveille-toi et prie, ma chérie. Pardon. Ne te lâche jamais d'essayer et ne pense à aucun moment qu'il est impossible de vaincre ton défaut, dit Madame March, en attirant le visage rougi sur son épaule et en embrassant si tendrement la joue mouillée que Joe redoubla de larmes. Tu ne sais pas, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est terrible. On dirait que je suis capable de n'importe quoi quand je suis en proie à la colère. Je deviens si sauvage, je pourrais blesser n'importe qui et y prendre du plaisir. J'ai peur de faire quelque chose d'affreux un jour, de gâcher ma vie et que tout le monde me déteste. Oh maman, aide-moi, aide-moi. Je le ferai, mon enfant, je le ferai. Ne pleure pas si amèrement, mais souviens-toi de ce jour et décide de toute ton âme que tu n'en revivras jamais d'identique. Jo, ma chérie, nous avons toutes nos tentations, dont certaines sont bien plus grandes que les tiennes. Il nous faut souvent toute une vie pour les vaincre. Tu crois que ton caractère est le pire qui soit, mais j'avais exactement le même. Toi, maman, enfin, tu n'es jamais en colère. Et un instant, Joe, de surprise, en oublia son remords. Je tente de les guérir depuis 40 ans et je n'ai réussi qu'à le contrôler. J'éprouve de la colère presque chaque jour de ma vie, Joe. Mais j'ai appris à ne pas le montrer et j'espère toujours être capable de ne pas la ressentir, même si ça doit me prendre encore 40 ans pour y parvenir. La patience et l'humilité sur le visage qu'elle aimait tant étaient une leçon plus profitable à Joe que le plus sage des sermons, la plus vive des réprimandes. Elle se sentit réconfortée sur le champ par la compassion et la confiance qu'on lui accordait. Savoir que sa mère avait un défaut semblable et essayait de s'en amender rendait le sien plus facile à supporter et renforçait sa résolution d'en guérir, même si 40 ans de contrôle et de prière paraissaient bien longs pour une fille de 15 ans. Maman, es-tu en colère lorsque tu pinces les lèvres et que tu sors parfois de la pièce quand tante March peste ou que les gens t'ennuient? Demanda Joe, se sentant plus proche de sa mère, plus chère à son cœur que jamais. Oui, j'ai appris à surveiller les paroles trop promptes qui me viennent aux lèvres et, quand j'ai l'impression qu'elles sont sur le point de s'échapper contre ma volonté, je m'éloigne un instant et je me secoue un peu pour avoir été si faible et méchante, répondit Madame March avec un soupir et un sourire, tout en lissant et en attachant les cheveux ébouriffés de Joe. Comment as-tu appris à te taire? C'est ce qui me trouble, car les mots cinglants s'échappent avant que je m'aperçoive de ce que je suis en train de dire. Et plus je parle, plus ça empire et je finis par prendre plaisir à blesser les gens et à dire des choses affreuses. Dis-moi comment tu fais, chère mamie. Ma gentille mère m'aidait. Comme toi avec nous, l'interrompit Joe d'un baiser plein de gratitude. Mais je l'ai perdue lorsque j'étais un peu plus âgée que toi, et durant des années, j'ai dû lutter seule, car j'étais trop fière pour confesser ma faiblesse à quelqu'un d'autre. J'ai vécu des moments difficiles, Joe, et j'ai versé de nombreuses larmes d'amertume. Je n'arrive plus à parler. Et j'ai versé de nombreuses larmes d'amertume sur mes échecs, car malgré mes efforts, je semblais ne jamais progresser. Puis ton père est arrivé, j'étais si heureuse que j'ai trouvé aisé d'être bonne. Mais de temps à autre, lorsque j'étais entourée de 4 petites filles et que nous étions dans le besoin, les vieux tracas recommençaient, car je ne suis pas patiente de nature et voir mes enfants manquer de quelque chose me mettait à rude épreuve. Pauvre maman, qu'est-ce qui t'aidait alors? Ton père, Joe, il ne perd jamais patience, il ne doute jamais ni ne se plaint, mais il espère toujours et travaille et attend si allègrement que l'on a honte d'agir différemment devant lui.
Il m'aidait et me réconfortait et me montrait que je devais essayer de pratiquer toutes les vertus que je souhaitais pour mes petites filles, car j'étais leur exemple. Il m'était plus facile de m'atteler à la tâche pour vous que pour moi. Un regard interloqué ou surpris de l'une d'entre vous lorsque je parlais d'un ton cinglant était à mes yeux un plus grand reproche que n'importe quelle parole. Et l'amour, le respect et la confiance de mes enfants étaient la plus douce récompense que je pouvais recevoir pour mes efforts dans le but d'être la femme que je voulais qu'elles imitent. Oh maman, si je suis un jour à moitié aussi bonne que toi, je serai satisfaite, s'écria Joe, très touché. J'espère que tu seras bien meilleure que moi, ma chérie, mais tu dois continuer de surveiller ton ennemi intérieur, comme dit ton père, car il pourrait assombrir ta vie, sinon la gâcher. Tu as eu un avertissement. Souviens-t'en et essaie de toute ton âme et de tout ton cœur de maîtriser cette promptitude à te mettre en colère avant que ça ne t'apporte de plus grands chagrins et regrets que ceux que tu as connus aujourd'hui. Je vais essayer, maman, sincèrement. Mais tu dois m'aider, me le rappeler et m'empêcher de m'emporter. Je voyais papa poser parfois un doigt sur ses lèvres et te regarder avec une expression très gentille, mais grave, et tu pinçais toujours tes lèvres ou tu t'éloignais. Il te le rappelait à ce moment-là. Il te le rappelait à ce moment-là, demanda doucement Joe. Oui, j'ai sollicité son aide et il n'a jamais omis de le faire et il m'a épargné de nombreuses paroles cinglantes par ce petit geste et ce gentil regard. Joe vit les yeux de sa mère se remplir de larmes et ses lèvres tremblaient en prononçant ces mots et, craignant d'en avoir trop dit, elle murmura anxieusement. C'était mal de t'observer et d'en parler. Je n'avais pas l'intention d'être impolie, mais c'est si agréable de te dire tout ce que je pense et de se sentir tellement en sécurité et heureuse ici. Ma petite Jo, tu peux tout dire à ta mère, car c'est mon plus grand bonheur et ma plus grande fierté que mes filles se confient à moi et sachent à quel point je les aime. Je croyais t'avoir fait de la peine. Non, ma chérie, mais parler de ton père me rappelle combien il me manque, tout ce que je lui dois, et à quel point je devais être irréprochable dans ma vigilance et œuvrer afin de garder ces petites filles en sécurité et en bonne santé. Tu lui as pourtant dit de partir, maman, et tu n'as pas pleuré quand il l'a fait. Tu ne te plains jamais et tu ne sembles pas avoir besoin d'aide, dit Joe, qui se posait des questions. J'ai donné ce qui m'était le plus cher pour le pays que j'aime, et j'ai retenu mes larmes jusqu'à son départ. Pourquoi devrais-je me plaindre alors que nous avons tous deux simplement fait notre devoir et en serons sûrement très heureux à la fin? Si je ne semble pas avoir besoin d'aide, c'est parce que j'ai un bon ami, encore meilleur. J'ai un bon ami. Pardon, je dois moucher. Si je ne semble pas avoir besoin d'aide, c'est parce que j'ai un bon ami, encore meilleur que votre père, pour me réconforter et me soutenir. Mon enfant, les soucis et les tentations de ton existence ne font que commencer. Il y en aura probablement de nombreux, mais tu peux tous les surmonter et y survivre si tu apprends à ressentir la force et la tendresse de notre Père céleste comme tu le fais du terrestre. Plus tu l'aimeras et lui feras confiance, plus tu te sentiras proche de lui, moins tu dépendras du pouvoir et de la sagesse humaine. Son amour et son attention ne s'épuisent ni ne changent jamais, ne peuvent jamais être enlevés, mais ils pourraient devenir la source d'une paix, d'un bonheur et d'une force durable. Crois-le du fond du cœur et adresse-toi à Dieu pour tous tes petits soucis, tes espoirs, tes péchés, tes chagrins, aussi librement et en confiance que tu t'adresses à ta mère. L'unique réponse de Joe fut de serrer fort sa mère et, dans le silence qui suivit, la prière la plus sincère qu'elle eût jamais récitée s'envola de son cœur, sans mots, car au cours de cette heure triste, bien qu'heureuse, elle avait appris non seulement l'amertume du remords et du désespoir, mais aussi la douceur de l'abnégation et de la maîtrise de soi. Et, conduite par la main de sa mère, elle s'était approchée de l'ami qui accueille chaque enfant avec un amour plus fort que celui d'aucun père, plus tendre que celui d'aucune mère. Amy remua et soupira dans son sommeil et, comme impatiente de commencer sans délai à réparer sa faute, Joe leva les yeux avec une toute nouvelle expression sur le visage. J'ai laissé le soleil se coucher sur ma colère. Je ne lui avais pas pardonné et aujourd'hui, sans Laurie, il aurait pu être trop tard.
Comment ai-je pu être si méchante ?» s'exclama Joe d'une voix forte, penché au-dessus de sa sœur, en caressant doucement les cheveux humides étalés sur l'oreiller. Comme si elle avait entendu, Amy ouvrit les yeux et tendit les bras avec un sourire qui alla droit au cœur de Joe. Aucune ne prononça le moindre mot, mais elles s'enlacèrent étroitement malgré les couvertures et tout fut pardonné et oublié en un chaleureux baiser. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette lecture, même si je voulais aller plus loin au début. Bon, je fais pas de prosélytisme ici, hein. Je découvre le livre, même si je me doutais avec le film, mais voilà, ici, il n'y a pas de prosélytisme, hein. C'est juste, je lis, peu importe ce que je lis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Je sais pas si c'est une bonne chose de ne jamais exprimer sa colère. Je ne crois pas. Il y a des choses qui sont révoltantes. C'est comme, vous voyez, cet encouragement à défendre son pays, à faire la guerre. Alors là, on parle de la guerre de sécession, donc elle a du sens. Enfin, je sais pas si une guerre a du sens. Je préférais qu'on évite de faire la guerre, mais en l'occurrence, si c'est inévitable, voilà. Mais je suis loin d'être une va-t-en-guerre. Là-dessus, je serais plutôt comme Boris Vian. Surtout en ce moment, je préfère le dire. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire, après tout. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais chanter une chanson, évidemment. Une chanson de Noël. Parce que les guerres ont des raisons économiques trop évidentes pour que je... Et pas que ça, hein, mais voilà. Première chanson de Noël après Noël, mais ce sera pour Noël prochain, sinon c'est pas grave. Je sais pas si je la prends en haut ou non. J'ai un chat dans la gorge. Pardon pour le doigt. Be home for... Tout est faux. Tout. Attendez. Juste un instant. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. And for me and my dreams. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams.
c'est pas ma plus belle version, mais oh, il dira que ça va. Voilà, je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre lecture. Merci encore. Faites bien attention à vous surtout.